Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Alors les gars, la draft vient de passer. Je vais vous donner dès maintenant mon top 3 des tops et des flops de la draft 2025. C'est parti. Pop, 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 pop. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner frérot. Let's go. Bon les gars, désolé déjà pour mon outfit. Je vais partir à la salle dans quelques temps. Je prends mon petit C4 pour avoir de la patate. Et après, juste après la vidéo, let's go. Mais on va commencer dès maintenant sur les flops. C'est parti. Alors, premier flop les gars, on va parler d'Egor 2000. Les gars, en gros, Brooklyn l'a pris. En quelle position? En 8e position. C'est ultra haut. Alors que normalement, il était prédit pour être vers la fin du premier tour. Donc là, 8e, normalement, tu es dans le top 10. Tu es un gars qui va peser avec une ambition de All-Star. Sauf que Egor 2000, alors, je pense que les Brooklyn Nets ont parié clairement sur son envergure. 2,03 m, le gars, c'est un gros gabarit. Il peut faire très mal. Ça peut être un Zion où il peut tout tabasser, vraiment. Mais, les gars, si je vous donne ces statistiques, vous allez avoir peur. Regardez, il est sur une moyenne. Alors, il a joué en Europe et il a joué à l'université du BYU. Et c'est 10,6 points de moyenne, 5,5 passes en moyenne. Alors, pour l'instant, on se dit ça va, mais en 27 minutes, et surtout, c'est là où c'est le plus alarmant, son tir aux 3 points, il est catastrophique. 27,4%. En plus de ça, on a un pourcentage au lancer franc de 69,5. Alors, déjà clairement, 10,6 et 5,5 passes, tu te dis, bon, ça peut être un bon joueur. Ça peut être quelqu'un qui peut bien tourner, qui peut avoir une, un impact. Ça peut être un role player, ça peut être un starter dans une équipe. Mais là, n'oublions pas que ça, c'est des stats universitaires. Donc, si déjà à l'université, tu fais des stats comme ça, tu viens en NBA, tu vas te faire massacrer. Là, c'est plus les mêmes attaques, c'est plus la même défense, les gars. Donc là, franchement, c'est un pari risqué, surtout en 8e position. En 8e position, tu aurais pu prendre d'autres joueurs avec des capacités beaucoup plus importantes, avec un potentiel où tu peux dire, il peut grossir. Là, franchement, c'est un très gros pari. En fait, ils ont misé clairement sur le physique du bonhomme en disant, le gars, c'est un diamant brut, on va le tailler pour qu'après, il soit méga chaud. Donc franchement, c'est un kit au double. Les Nets, ils ont été à la roulette. Il y avait une chance sur 36, ils ont mis sur le numéro 23. Alors le deuxième flop, clairement pour moi, c'est Collin Murray-Boyles, qui a été drafté en 9e position, donc juste après Egor 2000 à Toronto. Alors pourquoi? Parce que vous allez me dire, les gars, il a des bonnes stats, il est super bon. Quand on le voit sur le terrain, rien à dire. Le gars, il tourne, je vais vous le dire, à 16,8 points de moyenne et 8,3 rebonds par match. Clairement, là, alors comparé, tu le vois, à Egor 2000 et ses 10,6 et 5,5, là, il n'y a pas photo. Et quasiment, tu doubles les stats d'Egor 2000. Donc pour moi, là, clairement, 16,8 et 8,3 en passe et en rebond, c'est propre. Et clairement, la seule chose qui fait que je l'ai mis dans le flop, les gars, et je pense que vous l'avez vu, c'est lorsqu'il a été drafté et qu'on a dit Collin Murray-Boyles aux Toronto Raptors, il a fait fuck. Eh ouais les gars, tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire putain. Genre le mec il était vénère d'aller à Toronto. Alors déjà Toronto, c'est pas Washington. C'est pas une équipe claquée au sol. Franchement, Toronto, même si, bon, ils sont pas dans la meilleure des postures, ils ont quand même une belle équipe, une équipe quand même assez intéressante.
et qui peut faire quelque chose. Si on la construit bien, ça peut faire quelque chose. Donc tu peux pas dire fuck. En plus, tu viens d'être drafté, c'est le début. Là, tu commences mal. Et pour moi, franchement, je trouve que c'est une mentalité minable. Vraiment. Tu peux pas faire ça. Franchement, tu es drafté. Il y a plein de gens qui voudraient aller en NBA. Et je pense que même lui, je pense que c'est même son rêve. Après, je peux comprendre qu'il soit frustré parce que peut-être que justement, il a été drafté en 9e position. Peut-être qu'il se disait, voilà, j'ai un peu le choix entre guillemets. Je veux être dans une belle franchise. Je veux être à, je sais pas, à Miami ou dans une belle ville. Los Angeles, etc. Boston, machin. Mais tu as été à Toronto. Et ben voilà, c'est comme ça. Maintenant, fais-toi les dents. T'étais pas le seul. Il y a des mecs qui ont été encore pires, qui ont été à Détroit. Kate Cunningham, il a pas bronché. D'autres au Charlotte, la Melo Ball, etc. Ils ont fait leur trou. Ils sont devenus les franchise players de justement leur franchise. Et voilà. Et après, ils essayent de faire monter justement leur franchise vers le top, vers les playoffs et vers le titre. Tu peux pas, toi, Colin Murray Balls, 9e position, dire fucked en mode ah putain, on dirait un enfant gâté. Et franchement, moi je déteste ça. Et pour moi, clairement, c'est révélateur justement de sa carrière. Parce que si tu fais ça, mec, tu vas être dans le trou. Déjà, Toronto, les fans vont pas te suivre. Le roster, ils vont pas te prendre dans son aile. T'imagines, tu vas dans une équipe où tu sais que du coup, tu n'as pas envie d'aller. Tous tes coéquipiers vont dire c'est quoi, tu veux pas être là, et reste sur le banc, mon pote. Donc, je pense que clairement, il commence très très mal. Et même lui, il va y aller un peu à reculons. Donc, si tu vas à reculons, clairement, ton entraînement, il sera pas bon. Et tes matchs sont encore moins bons. Donc, franchement, c'est ultra dommage. J'espère qu'il va changer. Après, il a encore le temps. Il a encore le temps de s'adapter. Il a encore le temps de faire son mea culpa. Mais déjà, pour le moment, ça sent pas bon. Et le top 1 du flop ultime de la draft. Alors, ça va choquer tout le monde, peut-être. Mais en tout cas, pour moi, c'est Arius Ace Bailey, les gars. Et sans conteste. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plein de polémiques. Alors déjà, avant la draft, on va remonter l'horloge un tout petit peu en arrière. Et clairement, Ace Bailey, il a fait quoi? En fait, alors pour vous dire, normalement, les joueurs qui sont potentiellement draftés, ou en tout cas qui sont dans la draft du premier tour, ils ont des entraînements avec les équipes. En fait, ça va permettre aux franchises justement de savoir un peu leur potentiel, d'échanger un peu avec les joueurs et justement de se dire bon ok, il a fait un bon entraînement, vas-y j'ai envie de le prendre, ils échangent avec les autres franchises. Moi j'aimerais bien voir Ace Bailey, toi oui, machin, ouais il fit très bien, etc. Donc en gros c'est ultra important de faire les entraînements avec les différentes franchises. T'en fais avec 1, 2, 3, 5, 10, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas normalement, déjà c'est très positif de faire des entraînements, c'est-à-dire que déjà les franchises sont intéressées par ton profil. Et en plus, ça permet aussi de se montrer, d'avoir un petit peu le choix du roi, de se dire, voilà, il y a plusieurs franchises qui sont intéressées par mon profil. Donc potentiellement, tu peux aussi avancer dans les tours, justement, dans les pics. Tu peux normalement, peut-être être au début, tu es peut-être 10e. Au final, il y a plein de franchises qui t'adorent. Et du coup, tu peux être dans les premiers. Et donc du coup, alors Ace Bailey, alors je ne sais pas qui le manage, mais franchement, il pue la merde. Parce que clairement, déjà de base, alors la moyenne, je ne sais pas combien c'est, mais tu en as entre 3 et 10. Tu fais plusieurs entraînements avec des franchises. Lui, déjà, il en a choisi qu'une, de base. C'était les Philadelphia 76ers. Donc déjà, tu te dis, bon, t'es un peu gourmand, mon pote. Ça veut dire que t'en fais qu'une. En fait, normalement, si tu fais que un entraînement avec une franchise, t'envoies un message aux autres en disant, les gars, je veux pas de vous. Donc si vous voulez de moi, capoute. Je vais faire de la merde. Je vais vouloir un trade. Alors déjà, quand t'es drafté et quand t'es rookie, déjà, bonne chance. Même Wemby, il oserait même pas faire ça. Mais en tout cas, si déjà tu prends un seul entraînement au Fila, c'est que tu mises tout sur Fila pour que eux te veulent. Alors, c'est une stratégie, soit. Mais en tout cas, déjà, c'est un peu bizarre. Mais non seulement il a fait ça, mais juste après, il a refusé. Du coup, il a annulé son entraînement avec les Phila 76ers. Ça veut dire quoi? Déjà, ça veut dire qu'il fait un gros fuck aux Sixers en disant en fait non. En fait, je veux pas m'entraîner.
En fait, c'est comme s'il disait à la fois au Fila, mais à toutes les franchises, les gars, je sais ce que je vaux. Je fais un pari avec moi-même. Je veux pas montrer mon talent. Maintenant, si vous me voulez, eh ben, vous avez juste à me prendre. Voilà, c'est tout. Sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça. Qui fait ça? C'est même pas dans les normes, c'est même pas dans les règles de la NBA de faire ça. C'est le seul qui a fait ça. Et c'est ultra mal vu. Et c'est normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gars, ils vont vouloir te prendre avec soit des vidéos que tu as fait à l'université. Mais nous, on a envie de te rencontrer, on a envie de parler avec toi, on a envie de... Voilà. Et bah le mec, il a même pas fait l'effort. Donc clairement, il s'est tiré, c'est même pas une balle dans le pied, il s'est tiré au moins 4-5 balles. Là, il était en mitraillette sur ses jambes. Franchement, déjà, ça montre sa mentalité. Après, c'est risqué, ça montre qu'il a confiance en lui aussi, donc ça peut être bien. Mais à contrario, ça peut montrer aussi un ego surdimensionné. Et là, clairement, bah du coup, c'est qui l'a pris? Les Utah Jazz en 5e position. Déjà 5e position, alors ça montre tout son talent. Le gars, il tourne à 17,6 points et 7,2 rebonds de moyenne. C'est quand même pas mal. Et en plus, offensivement, c'est une balle. Le mec est chaud. Après, défensivement, c'est pour ça qu'il n'a pas été dans le top 3. C'est que défensivement, ils ont vu que les franchises, qu'il y avait une lacune dans son profil. Et c'est pour ça qu'il a pas été dans le top 3. Même si lui pensait absolument qu'il allait taper le top 3. Il a été pris par les Utah Jazz. Il a été déçu. Et après ça, en plus, il a osé. Parce que normalement, dès que tu es pris le dimanche, je crois que c'est ça. Et bah normalement, tu prends l'avion pour aller faire ton premier entraînement. Et bah sauf que il n'a pas pris l'avion avec son collègue qui a été aussi drafté du coup au Utah Jazz. Mais voilà, il s'est, je pense, repris un peu un taquet par son manager ou en tout cas par son entourage en disant mec, là tu es en train de niquer toute ta carrière, tu fais ça, c'est fini. C'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui peut te repêcher. Bon bah les Lakers, ok, on va le prendre. Non, ça marche pas comme ça la draft. La draft, les Utah Jazz te prennent et après ils font ce qu'ils veulent de toi. Ça veut dire que pendant un an, s'ils veulent pas te prendre, bah, ils te mettent sur le banc, ils te font pas bosser, ils te font pas jouer et c'est fini. Donc franchement, Ace Bailey, c'est un peu comme le fraté Colin Murray-Boyle, mais en pire. Parce que le mec, il croit que c'est une rosta, il croit que c'est un Wemby et il croit que du coup, toutes les franchises vont être à ses pieds. Sauf que là, clairement, même si tu as beau être bon, tu peux pas avoir cette mentalité-là. Surtout après n'avoir rien fait. Frérot, t'es même pas encore dans la ligue. Tu veux déjà être le calife à la place du calife. Non, c'est pas possible. Donc pour moi, clairement, Ace Bailey, c'est le flop ultimate, les gars. Et je vous le dis, il va peut-être être bon, clairement. Je pense que, on va pas se mentir, il va faire des grandes choses dans la ligue. Ça va peut-être être un All-Star, clairement, parce qu'il a les capacités, on va pas se mentir. Mais il va jamais être un franchise player, il va jamais être impactant et je pense clairement, malheureusement, qu'il ne va jamais prendre de bague. On passe cette fois-ci sur le top 3 des tops de la draft 2025. Pour moi, c'est bien sûr Kaman Malouak qui a terminé 10e de draft. Alors normalement au Houston Rockets, mais du coup qui a été échangé avec le trade de Kevin Durant aux Suns. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il est sud-sudanais. Il a une envergure de 2,32 m et il mesure 2,17 m. Le gars, c'est un monstre. C'est déjà physiquement, tu as envie de l'avoir dans son équipe. Après, ça peut être un top comme un flop. Clairement, il va être entre les deux. Ça peut être un bol-bol. Clairement, si vraiment, voilà, il se donne pas à fond ou si voilà, il y a des problématiques. Que ce soit physique ou que ce soit du coup au niveau de son entourage. Mais pour moi, il y a plus de chances que ce soit un top. Pourquoi? Parce qu'il est bien entouré. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que son manager, c'est Rich Paul. Et Rich Paul, il a qui? Il a notamment LeBron James dans son roster. Il a aussi Anthony Davis, DeJounte Murray. Il a, franchement, je vais vous dire, vraiment Zach LaVine, Tyrese Maxey, Darius Garland, Brandon Ingram et Draymond Green. Notamment. Alors, il y en a encore plein. Mais déjà, il a une flopée de stars. Que dis-je? De All-Stars. Donc clairement déjà, quand tu as Rich Paul comme manager,
ça veut dire que tu as un bel avenir devant toi. On va pas se mentir. Pour moi, Kaman, c'est un futur top 3 Deepoy dans les prochaines années. Vraiment. Pour moi, ça va être Chet Holmgren, Wemby et potentiellement Kaman dans le top 3, top 4. Mais dans les prochaines années, d'ici 3-4 ans, clairement, je pense qu'il a le potentiel pour faire de grandes choses. Le top 2 des meilleurs de la draft, pour moi, c'est Young Hansen. 16e choix qui a été pris par Portland. Il est surnommé le Chinese Jokic. Alors pourquoi? Parce que son style de jeu, il est assez similaire à notre gars Nikola Jokic. Il est grand, il est imposant, il a un style un peu lent et franchement, il est très bon. Il a une adresse, franchement, 16,6 points de moyenne, 10,5 rebonds et 3 passes de moyenne du coup. Alors en Chine, pas la même chose. Vous allez me dire c'est un cheat code, les Chinois ils sont tous petits et en plus c'est pas la même intensité, ça c'est vrai. Mais je pense que clairement en le voyant jouer, il y a quelque chose à faire, il y a un potentiel. Alors tu me diras dans l'équipe il y a DeAndre Ayton qui est à Portland mais il veut être tradé. Donc il y a des fortes chances que DeAndre Ayton va être tradé et que Jorgensen justement reprenne la place du titulaire en center. Et là, ce serait pas mal pour lui parce qu'il va beaucoup s'améliorer, il va beaucoup s'adapter, jouer et du coup devenir de plus en plus fort et prendre de l'intensité. Et vraiment, je pense que la parallèle et la comparaison entre Nikola Jokic et du coup Jorgensen, elle est palpable. Vraiment, il y a quelque chose à faire. Après, de là à dire que ça va être un futur Jokic, et pour moi, le top 1, le meilleur, le braquage ultime de la draft 2025, c'est pour moi VJ Edgecombe. Alors déjà athlétiquement, parce qu'on est sur une moyenne, accrochez-vous bien, de l'arrière d'1m96, il tourne à 15 points, 5,6 rebonds, 3,2 passes et 2,1 interceptions par match. Ce qui veut dire que déjà, ses stats sont très bonnes, mais qu'en plus, il est très complet. Et ça, c'est ultra important. Et clairement, ses stats sont fortes. Vraiment, c'est un profil que tu as envie d'avoir. Parce que du coup, tu sais qu'il va être à la fois en attaque comme en défense à 100%. Il va pouvoir accompagner du coup des deux côtés du terrain. Donc franchement, déjà, athlétiquement, sportivement parlant, VJ Edgecombe, je dis oui. Je dis oui. Mais en plus de ça, et c'est ça qui me permet de dire que vraiment, franchement, je vais vous le dire, VJ Edgecombe, je vous dis, je vous donne tout, ça va être un futur MVP. Je mets ma main à couper, les gars. VJ Edgecombe sera MVP dans les 6 prochaines années. Alors, pas les 3 prochaines, parce que clairement, il faut qu'il se fasse les dents. Et même Wemby n'a pas été MVP sur les 2-3 prochaines années. Enfin, peut-être, on va voir. Mais en tout cas, clairement, pour moi, c'est un MVP. Il va devenir MVP, ça c'est sûr et certain. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Donc clairement, VJ Edgecombe, alors je vous ai parlé de lui sportivement parlant, mais on va parler aussi de la partie humaine. Et c'est là où moi je vous le dis, on fait la différence entre des bons joueurs et des superstars et des légendes. Pour moi, clairement, ça va peut-être un peu loin pour vous, mais pour moi, VJ Edgecombe, il va être l'une des légendes de la NBA. Franchement, je suis grave dégoûté qu'il aille à Fila. Il aurait été aux Warriors, j'aurais été le mec le plus heureux du monde parce que clairement, déjà, il a une éthique de travail qui est implacable. Le gars, c'est un bosseur. Il veut bosser, il veut travailler, il adore, c'est un passionné de basket. Et ça, c'est typiquement révélateur des joueurs qui vont être excellents. Pas non seulement excellents, mais qui vont dépasser les attentes. Un Kobe Bryant, un Stephen Curry, un LeBron James, un Kevin Durant. Pour moi, il est de cette trempe. Pour moi, c'est un profil qui va marquer les esprits. Et pour moi, ça va être une personne qui sera un franchise player prochainement. Peut-être pas au Fila, mais en tout cas dans une franchise qui le mérite. Et pour finir sur VJ Edgecombe,
Je vais aussi parler de son historique. Parce qu'il l'a raconté lors de la draft. Il a été en larmes. Ce gars-là, franchement, il m'a touché. Il m'a touché. Il a dit quoi? Il a dit, je voudrais remercier ma mère qui m'a toujours soutenu, qui m'a tout donné, qui pendant 7 années consécutives, il n'avait pas l'électricité. Il vivait avec un groupe électrogène. Donc le mec a vécu la misère. Et pour vous dire, c'est toujours les mecs qui n'ont rien, qui sont dos au mur, qui savent ce que c'est la misère, qui savent ce que c'est que de travailler dur, d'être au fond du fond, de toucher le fond, d'être dos au mur les gars, de se dire j'ai rien à perdre. C'est ces gars-là qui sont les meilleurs. C'est les LeBron James, les Kevin Durant qui ont vécu la misère ultime et qui veulent exceller pour être les meilleurs. Pourquoi? Pour ne plus revivre la même situation qu'avant. De se dire, je vais mettre la daronne à l'abri. Et c'est pas les influenceurs, je vais mettre la daronne à l'abri, nanana. Non, non, non. Ça, ces mecs-là, c'est des mecs qui ont des valeurs, qui se disent, chaque million de dollars que je vais mettre de côté, ça va permettre de ne plus être dans la misère parce que je ne veux plus l'être. Et clairement, VJ Edgecomb, il va avoir une fame, il va avoir franchement une carrière incroyable. Je vais le suivre, les gars, suivez-le. Je pense que il sera même meilleur que Cooper Fly. Je vais vous dire un truc, il sera le rookie de l'année. N'oubliez pas cette vidéo, VJ Edgecomb va être le rookie 2025-2026. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu dans la vidéo. N'hésite pas aussi à commenter. Est-ce que pour toi, il y a d'autres tops ou il y a d'autres flops que tu as pu remarquer dans la draft de cette année? Si ce n'est pas le cas aussi, n'hésite pas à t'abonner. Ça permet de soutenir la chaîne et vraiment, je vous en remercie. On fait que de grandir. Franchement, je vous kiffe les gars. Je fais que de vous le dire, mais là, je vous le dis encore, je vous kiffe. Franchement, vous êtes les meilleurs. Je vous souhaite une excellente journée. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes butters!